dividende, là, Non, non, mais vas-y. au niveau du dividende, tu as dit on a un actionnaire ou la MRC qui va recevoir ça, diviser ça parmi les 12 municipalités. Il n'y avait pas quelque chose pour les municipalités où se trouvent les. Dans le modèle financier, quand on parle du taux estimé en fonction des infrastructures, il y a un alentour de 10 André. On ajoute à ça 2,7 pour les producteurs agricoles, 2,7 pour chacune des municipalités par année qui reçoit c'est à part. Okay. Et il y a 1,5 général qui va à l'MRC. Non, le 0,5, en fait, comme Benoît l'a dit, il y a 2,7 des revenus bruts qui vont aux 3 municipalités d'accueil, 2,7 qui vont à tous les agriculteurs qui ont des éoliennes sur leur terrain. Le 0,5 ça, c'est on appelle ça les redevances communautaires. Ça, c'est en fait, c'est redistribué à tous les propriétaires de terres qui ont d'autres infrastructures que les éoliennes. Un bout de chemin, un fil électrique, ce genre d'installation-là. Le 0,5 est redistribué. C'est combien vous sacrificez? 2 points. Et ça fait partie du modèle financier comme d'opération. Et à ça, on estime qu'on se dans un emploi, on a fait 10 de taux de rendement interne. Ce qui est un risque en fonction des infrastructures normales par le temps. Et dans les prochaines semaines, le modèle financier, avec le coût qu'on a rendu, les estimations, on va pouvoir le sentir suite à l'embauche de notre conseiller financier. Je vais juste aller avec mon liste. Sur l'acceptabilité sociale, selon le BAP, le fait de ne pas tenir de référendum, on sait qu'il y a des coûts, comme tu as expliqué, mais ça ne donne pas des munitions à ceux qui s'opposent, justement. Dire, ne consultez pas la population réellement. Pourquoi vous opposez au référendum? Nous, dans le fond, Oui, OK. Donc, non, en fait, on ne s'oppose pas du tout au référendum, mais on juge que ce n'est pas une mesure qui est nécessaire. Parce qu'on est fort de l'appui des élus. Dans plusieurs élections, les élus en faveur du projet ont été réélus. Je pense que ça démontre quand même un engagement et un support de la population en général. Puis aussi, il faut regarder ce qui se fait ailleurs au Québec. Puis les projets communautaires se construisent un peu partout avec simplement la décision des élus en place d'aller de l'avant dans les projets est suffisante pour mener à bien un projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rapport du BAP, c'est un rapport de recommandation. Il recommande la tenue d'un référendum. Ce n'est pas une obligation. On est conscient de la conclusion qui parle de bonifier. Il recommande de bonifier l'élément d'acceptabilité sociale. C'est un élément où ce qu'on vise, qu'on va continuer à poursuivre la démarche pour pouvoir favoriser ça. Mais au stade où on est, on pense qu'un référendum n'est pas nécessaire au projet. Les questions, un, de coût. Deux, l'ensemble des élus nous confirment leur volonté d'aller de l'avant. Trois, il y a tout le délai qui sont liés à l'échéance, tout ça. On serait le seul projet présentement, parce qu'on n'est pas on est le seul projet 100% communautaire, mais il y a d'autres projets communautaires à travers le Québec qui ont été faits, qui n'ont pas eu l'objet de référendum. Et je pense que comme région, si les élus nous confirment leur volonté d'aller de l'avant, puis d'un côté, Québec nous coupe les municipalités sur le parc fiscal, mais aussi capable de prendre nos décisions pour bonifier ou pour faire diversifier notre économie. Oui, ma question est pour M. Tremblay. C'est une question en deux temps. C'est un rappel. Là. Il va y avoir une commande qui va être faite pour les turbines en décembre 2014. À partir de quel mois il va commencer à y avoir des travaux sur le terrain, des aménagements et puis de la construction? Et puis, est-ce qu'il y a des dispositions, j'imagine, qui sont prises là, pour la circulation, le trafic, en fait? Oui, donc, effectivement, avec le scénario d'une commande de turbines au mois de décembre, donc la fabrication des éoliennes commencerait dès la signature du contrat et les éoliennes seraient prêtes là, pour la livraison en mai-juin 2015. Par contre, nous, c'est sûr qu'on ne commence aucun travaux tant qu'on n'a pas le décret et le certificat d'autorisation qui vient avec. Et donc, nous, on pense qu'après la période de dégel, parce qu'on ne peut pas faire de transport lourd pendant la période de dégel, mais donc au printemps, à
il y a des travaux qui commenceraient sur le site d'aménagement, surtout des travaux de préparation des routes puis des aires de travail autour des éoliennes. Donc ça serait en début, fin du printemps, début de l'été. Puis en ce qui concerne le transport, nous, on va avoir un plan de gestion du transport. Les citoyens vont être avertis à l'avance des routes qui vont être employées par le transport lourd. Et non seulement ça, mais toutes les routes empruntées par le transport relié à la construction du parc éolien vont être auscultées, cartographiées afin de connaître l'état initial des routes avant la construction. Et après la construction, c'est normal, il va y avoir certains segments qui vont probablement avoir été légèrement endommagés. C'est quand même des transports très lourds et répétés. Donc, l'entrepreneur va avoir l'obligation dans son contrat de remettre les routes en état par la suite. On s'attend même que peut-être que les chemins dans les rangs vont être dans un meilleur état après la construction qu'avant. Merci. Étant donné que ce que je comprends, c'est que présentement, vous avez pris en compte les recommandations. On attend toujours le décret du ministre qui est présentement sur la table. Advenant le cas qui demande des recommandations, prend en compte les recommandations, est-ce que ça pourrait nuire au projet présentement ou peut-être le retarder de quelques temps? Pour votre information, on en dans le fond, le décret va être donné après la CDPQ. Dans le fond, c'est comme le tout. Donc, on parlait d'échéancier, vous avez aussi. On parle donc la prochaine étape, c'est le parti CPDEQ. Ce qu'on pense, c'est qu'on va être capable de démontrer au gouvernement que l'acceptabilité sociale est présente, qu'on est capable de démontrer qu'il y a une volonté ici de faire un projet éolien sans nécessairement passer par le réseau. Mais il y a quand même eu une pétition déposée à l'Assemblée nationale des citoyens. Oui, il y a une pétition. Je ne sais pas si vous avez regardé la réponse que le ministre Hertel, je ne sais pas si vous avez eu connaissance, le ministre Hertel, quand il a soulevé ça, il a soulevé en répondant à des préoccupations au niveau des OIA, il a parlé au niveau de la préoccupation au niveau de la partie financière du projet. Je dis, quand on est allé en audience publique en environnement, on est conscient que la preuve financière n'a pas été la plus élaborée, pour la simple et bonne raison qu'on débutait nos démarches financières. Je vous référer à un communiqué de presse qu'on écrit, je pense que j'ai écrit une lettre ouverte, on disait on ne négociera pas sur la place publique parce que si on dit qu'on vise un taux temps, on se met par rapport à nos institutions financières. Puis le jour où on va être plus avancé au niveau de nos institutions financières, puis avant de passer le contrat avec Senvion, on va faire une sortie publique pour dire les données économiques où ce qu'on en est rendu. Fait que la preuve du financement au niveau du BAP, il y a eu la preuve qui datait de juin 2013. Alors, je pense qu'on a bonifié cet élément-là depuis ce temps, depuis cette période-là. Et au point de vue financement, nos démarches sont pas mal plus claires. Et il y a une volonté de financement tant privé que public d'embarquer dans le financement. Donc, c'est parce qu'il y a une rentabilité. C'est pas juste par qui dit ça. S'il y a des institutions financières qui sont prêtes à prêter, puis s'il y a des privés qui sont prêts à regarder, c'est parce qu'il y a une rentabilité à faire. C'est pas juste parce qu'on est fin. On n'est pas dans ce monde. Peut-être en complément de réponse, effectivement, si le ministre nous demande d'inclure certaines conditions, certaines recommandations du BAP dans son décret, si ces recommandations-là sont incluses, nous, on va s'y plier, ça c'est sûr. Par contre, ça serait dommage de retarder le projet parce que on prend un retard d'1 an, c'est au-dessus d'1 million de dollars de pénalités et d'études et frais de fonctionnement divers. Donc, c'est 1 million de moins dans les poches des contribuables finalement, parce que chaque dollar dépensé en trop pour développer le projet, c'est $1 de moins de revenus à la fin, de revenus qui appartiennent à tous les citoyens de la MRC. Puis nous, on voit que avec l'état des données qu'on a actuellement, il n'y a pas lieu de retarder le projet inutilement. Sur l'ensemble des maires réunis au sein de la MRC, M. Lefebvre parlait tantôt de 2 résolutions au début. Combien de résolutions? On ne parle pas des dernières. Parce que moi, je ne pense pas que j'ai voté par éolien quand j'ai voté les maires. Je ne sais pas si mes
collègues ou la population ici. Faut pas penser, là, vous dites l'ensemble des maires interélus, mais ça, c'est autre chose. Mais combien il y a de résolutions? Combien de maires ont dit nous sommes favorables au parc éolien? Je sais bien si je peux le faire. Oui, mais il y a eu des résolutions municipales qui sont venues des villes vers la MRC pour appuyer le projet. Il y a eu des résolutions aussi à la table des maires à 2 reprises. Il y a eu aussi au niveau de la ville. Depuis le début de ce projet-là, 23 maires qui ont voté en faveur de ça à la table des maires. Il y a aussi, au moment du droit de retrait qui a été déposé, le droit de retrait qui a été renvoyé vers les villes pour que les conseils municipaux s'en tenir compte. Et les conseils municipaux ont renvoyé vers la MRC leur appui au projet. Ils ont pris connaissance des conditions de l'avis de retrait du projet. Donc, ils ont resté dans le projet. Donc, ça, c'est la dernière grande résolution qui est arrivée par les villes. Donc, il y avait 3 maires qui appuient le projet de ligne. Depuis le début, oui. Donc des maires qui sont plus là, qui... Oui, mais exemple, si on prend l'exemple de Sarah-Tracy, ben, il y a eu Marcel Robert au début, après ça, il y a eu Régent Dauplaise, puis il y a eu Serge Lequin. Donc, ces 3-là ont eu à s'engager. Là. Donc, tu sais, ça fait partie des 23 maires, ça. Okay. Chez nous, c'est la même chose. Chez nous, on a eu 3 aussi. Non, non, mais ça fait... Parce que Non, mais- d'autres villes. Non, mais... C'est ça, ouais. Non, c'est ça. Ouais. C'est par là que je veux dire 23 Puis là, maires. c'est écrit élu ici, c'est 23 maires ou 23 maires élus. 23 maires, ouais. Là, vous parlez Ben, si on voulait jouer aux élus, on pourrait compter tous les conseils municipaux qui ont eu à prendre depuis position. le début du projet. Là, on il y serait avait peut-être 3 à maires. 200, là, je veux dire, dans Emerson, il y a à peu près 88, mettons. Donc, tu sais, il y a eu au moins 3 fois où les conseils municipaux ont eu à prendre position, donc on peut... Vous parlez tantôt de politique, la coalition démocratique, la CAQ est en 2e position dernière élection, il s'oppose fortement au projet. Pensez-vous que ça peut avoir une incidence dans l'acceptabilité sociale? Ouais. Vous n'en parlez pas là-dedans? Ouais. Avant, le Parti québécois avait confirmé, qui était le gouvernement précédent, avait confirmé la volonté d'aller dans l'éolienne, mais le Parti libéral avait confirmé aussi la volonté d'aller dans l'éolienne. Je veux dire, la CAQ se positionne. Je vous dirais, il faut regarder l'ensemble. Nous autres, la CAQ se positionne aussi sur l'ensemble des éoliennes avec le gros E. Okay? Nous, comme parc éolien, on trouve le sous-contrôle, qui est le parc éolien Pierre-de-Sorel avec 12 éoliennes, avec des retombées de 2 millions possibles par année pour un investissement mineur. C'est là-dessus qu'on est présentement. Ça serait intéressant de voir notre prochain candidat de la CAQ, qu'est-ce qu'il en pense par rapport régionalement, pas par rapport à l'ensemble de la filière éolienne et de la future stratégie énergétique du Québec. Pour avoir été chef de cabinet aux affaires aux ressources naturelles, avoir de l'énergie, c'est toujours une bonne nouvelle. Même si ça coûte, on n'en a pas besoin, c'est ce que les experts disent. Écoutez, on est très conscient, puis je vais vous dire que je vais vous en mettre encore un petit peu plus sur ce que vous me dites là. Nous, on a signé à 2,5 cents 2009 indexé à 1. Lorsqu'on va partir pour le parc éolien, on va être à 13,8 cents. OK? Fait que je vous ai pas c'est un excellent taux. C'est un excellent taux pour le parc éolien Pierre-de-Sorel. C'est un excellent taux pour les retombées locales. Et dans cet aspect-là, nous, on a un contrat avec Hydro-Québec que si on se met en défaut, Frédéric vous a parlé d'1 million, si on se met en défaut, on a des pénalités. On a une livraison à faire pour décembre 2015, puis c'est ça qu'on travaille. OK. Puis, M. Lefebvre, dans le plan écologique, la recommandation, on parle d'évaluer l'impact du projet sur le milieu aquatique, préférablement au printemps, une caractérisation de la faune, l'habitat pour que chacun des cours d'eau, on parle là-dessus. Qu'est-ce que vous dites là-dessus sur le niveau environnemental? Oui, donc nous, on entend se plier à toutes les normes environnementales là, qui s'appliquent pour le type de projet qu'on a, les éoliennes. Donc, dans le rapport du BAP, je pense que c'est un rapport qui est quand même assez standard au niveau de la faune, de la flore. Écoute, on va regarder qu'est-ce qu'on va avoir dans notre planète décret, mais on s'attend à avoir sensiblement la même chose qui est nécessaire dans les autres parcs éoliens. Puis effectivement, il y a des suivis qui sont à faire au niveau des oiseaux, des chauves-souris. La survie de certaines espèces. Les espèces exotiques envahissantes, on parle de poissons, on parle de suivi agricole, on parle de suivi sonore, suivi du paysage. Tout ça, c'est toutes des études qui sont demandées aux autres promoteurs, puis qui vont nous être sans doute demandées, puis on entend les appliquer. J'ai une dernière question concernant le contrat avec
d'Hydro-Québec, on parle de retard, mais aussi un retrait, je pense qu'il y a aussi des frais qui sont associés à ça. Vous dites que les maires ne se sont pas retirés, mais c'est aussi parce que ça coûterait quelque chose de partir. Il y a environ 3 millions d'investis à date, je me trompe de quelques chiffres, là, mais à peu près 3 millions d'investis. À ce stade-ci, à partir du moment où on pense et on est confiant que le projet est rentable selon les paramètres qu'on vous donne, on ne voit pas pourquoi le projet on se retirait. On essaie de faire du développement régional avec un projet majeur pour pouvoir diversifier notre économie. Alors, nous, ce qu'on recommande, c'est de poursuivre. Si on était insécure par rapport au vent, si on était insécure par rapport à la rentabilité, mais le conseil d'administration, on est 5 personnes, Jean-Pierre, Denis Bouchard, qui était président de Rio Tinto, qui est un ingénieur électrique en passant, Sylvain, Serge Pellerin. Ce qu'on voit présentement, puis au cours des prochaines semaines, on va vous dévoiler, on va faire un peu l'effeuilleuse, on va vous dévoiler la partie la partie financière, sur quelle base on se situe là. Et je pense que ça serait une erreur de mettre fin à ces projets-là. Mais même, si je peux me permettre, on a rencontré les maires qui sont notre principal actionnaire. On les a rencontrés, comme là, c'était 2,9 millions, je pense qu'on avait dépensé. Puis, est-ce qu'on continue? Ça a été unanime. Ben oui, il faut continuer. On a eu quand même des avancements dans le projet. Comme ils sont au courant de tout ça. À chaque fois, c'est toujours oui, continue. Oui, continue. Donc, on a parlé pour le référendum. Benoît, Frédéric a rencontré les maires. Les maires ont dit non, comme nous autres, on a été élus, on a nos conseillers et on a des concitoyens. Vous allez de l'avant. C'est notre principal actionnaire. Puis on continue d'avancer. C'est ceux qui sont toujours au courant de notre avancement, mais on est quand même autonome. Le parc, on fait notre boulot, mais on sent toujours la volonté des maires qui c'est non, on continue. Puis comme ça a été juste une ligne dans la présentation de Benoît, mais qu'est-ce qui se passe avec les coupures un peu partout? Il y a beaucoup de MRC qui aimeraient avoir notre projet. Il y a beaucoup de MRC au Québec qui aimeraient avoir notre projet pour avoir des retombées comme les dans les régions. En fait, dans l'appel d'offres communautaire de 2009, Hydro-Québec avait reçu 3 fois plus de ventes qu'il y avait d'énergie disponible. Donc, tout près de 750 mégawatts qui avaient été soumissionnés sur le 250 de disponible. Puis pour revenir aussi sur le commentaire de Benoît sur le prix de l'électricité offert à ce moment-là, dans le 12,5 sous, c'est que le gouvernement avait clairement l'intention de favoriser le développement régional en accordant un tarif aussi élevé. Donc, c'était pas juste de faire de l'électricité pour faire de l'électricité puis de la vente, c'est de faire de l'électricité puis d'avoir les revenus pour faire du développement régional. Par contre, le nouvel appel d'offres de 450 MW qui vient d'être déposé, le prix maximum est de 9 sous du kilowattheure. Puis on s'attend à ce que les soumissions soient bien en deçà du 9 sous. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger là, le coût relativement élevé du kilowattheure pour les projets communautaires versus un projet de grande envergure d'éoliennes. C'est pas le même objectif dans les deux cas. Il y en a un, c'est pour favoriser du développement régional. Puis dans le cas des plus grands projets, c'est de faire de l'énergie éolienne à un coût compétitif. Moi, j'aimerais ça revenir sur. Pas long, Monsieur Dupuis, j'ai une question pour vous. Si on peut pas faire. Bon, si le parc éolien n'a pas l'intention d'aller de l'avant avec un référendum à la grandeur des 12 municipalités, est-ce qu'il est possible que des citoyens, c'est pas l'expert en question municipale, mais est-ce qu'il est possible que des citoyens signent un registre, quelque chose comme ça, puis exigent un référendum localement, ou dans une ville, ou dans. Sur cette. On est dans le technique, là, mais à mon avis, il n'y a pas de mesure de même qui existe au niveau municipal, même régional. Là. Okay. Je vais me tromper, là, mais à mon avis, il n'y en a pas de mesure comme ça. Donc, il ne pourra pas avoir d'initiative. Ok, d'accord. Si vous permettez, depuis le bac, il y a eu des choses qui ont été faites pour bonifier le projet. Il y a eu Frédéric qui était embauché à temps plein. On avait personne à temps plein pour le parc éolien parce qu'on était dans une phase de développement. Depuis le BAP, ça fait une semaine? Ça fait 3 Non, pas la décision du BAP. Ah, ok, d'accord. Donc, on a un nouveau directeur général qui fait ça à temps plein. Il y a eu des présences terrain qui ont été faites avec au niveau des producteurs, au niveau de Saint-Robert, qui sont principalement initiateurs de la partie de la pétition, avec Frédéric et avec Jean-Pierre. Il y a
davantage d'informations qui ont été faites. Donc, on bonifie notre offre d'acceptabilité sociale. On va regarder encore, essayer de le bonifier pour être capable de démontrer qu'on est capable de passer par une acceptabilité sociale sans nécessairement qu'on passe en mathématiques. Okay? On ne dit pas qu'on rejette catégoriquement que c'est complètement, je pense qu'il faut laisser la tête reposer aussi. Il faut dire, bon, c'est pour ça qu'on n'a pas réagi le lendemain ou sur le lendemain pour dire, écoutez, je pense qu'on a un plan pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on est capable d'amener pour pouvoir rejoindre l'objectif du BAP sans passer. Parce que celles et ceux qui bon, justement, qui ont signé la pétition et puis qui sont contre le projet, vont pas lâcher le morceau. Et puis, vous allez un petit peu à l'encontre d'une recommandation du BAP directement. Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là? Parce que chaque personne qui s'est opposée, pas les 400 signataires, là, mais chaque personne qui a initié avec Frédéric, on a fait du porte-à-porte, puis Frédéric qui a continué après, chaque personne a été rencontrée. C'était quoi sa préoccupation? Comment de fois, moi et Frédéric, sur le haut du char, on a mesuré les distances des éoliennes, de donner des explications. C'était quoi la préoccupation? On va en parler. Là. La personne, elle émettait 2-3 choses là, qui faisaient peur à rapport aux éoliennes. Là, des fois, il y avait des légendes là-dedans aussi. On a répondu. Puis Frédéric, il continue à répondre. C'est toujours, il donne sa carte. Appelez-moi. Si vous avez une question, appelez-moi. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Puis plus, on a fait une petite réunion à Saint-Robert aussi, qu'on a rencontré beaucoup de gens. Les Pichettes de Blédin. Des Pichettes de Blédin, il y a beaucoup de gens qui s'opposaient, qui sont venus. Parce qu'il y en a beaucoup, des fois, ils ne comprenaient pas. Une fois qu'on leur explique qu'est-ce qu'il y en est, l'éolienne, c'est quoi l'impact. OK. En tout cas, une couple de reprises, du monde qui s'opposait, qui avait signé la pétition contre. Puis une fois que moi puis là, on a passé, il dit OK, parfait, j'ai eu de trouble avec ça. Jean-Pierre, tu dis, bon, vous avez fait du porte-à-porte, vous avez rencontré quoi, 300-400 personnes? Non, j'ai dit on n'a pas tous rencontré les signataires avec la pétition. Oui. Mais exemple, moi, pour être à Saint-Robert, le rang Saint-Thomas, on l'a enfilé. C'est le rang Saint-Thomas, puis l'autre rang, c'est le rang Bordelot. Ils sont là, les éoliennes. Tantôt, vous avez la question de la faune, les poissons, pas grand poisson, puis on va mettre les éoliennes. C'est dans les champs de soya, dans les champs de maïs. C'est pas. Saint-Thomas, c'est là où Alain Nouvelle, c'est ça? Non, c'est en Bellevue. C'est ça, Saint-Thomas, c'est plus haut. C'est plus haut. Puis, lors de cette soirée des Pichettes de Blédin, notre dog qu'on a fait pour pouvoir entendre, c'était surprenant d'entendre les préoccupations visaient beaucoup plus la perspective éolienne dans son ensemble, puis le débat du surplus énergétique que le projet du parc éolien. Mais est-ce qu'il y aura d'autres occasions à ce moment-là d'entendre les citoyens encore? Quand je dis qu'on va bonifier notre élément d'acceptabilité sociale, là, on est dans un work in progress, là, on est encore dans une démarche là, tant qu'on n'a pas notre décret pour pouvoir comprendre les préoccupations des gens. Il y a un comité de suivi aussi. Pardon? Oui, il y a le comité de suivi qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on pense qu'on va être. Merci. Je pense que vous aviez posé une question. Oui, vous avez j'avais une parlé question. Ben, premièrement, est-ce que les sondages sont envisagés? Parce que ce genre de projet-là, souvent, si on n'envisage pas de référendum, du moins, on va consulter la population grâce à des sondages. Il n'y a rien qui est négligé. Bon, je ne répondrai pas comme ça parce qu'il y a un conseil d'administration, mais toutes les options peuvent être faites. Et ailleurs, en Montérégie, il y a d'autres projets d'éoliennes également. Ce ne sont pas nécessairement des projets communautaires comme le vôtre. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'ailleurs, c'est très difficile. Là, par exemple, à Napierville, à Saint-Cyprien, à Napierville également, on a des projets dans les champs et les gens n'en veulent pas. Quelle est la différence avec le vôtre? Il y a une différence majeure. Dans le cas de, mettons, si on prend celui de Saint-Cyprien de Napierville, c'est aussi un projet de 25 MW qui a été accordé dans le cadre de l'appel d'offres communautaire. En fait, c'est le seul projet autochtone qui a été retenu de cet appel d'offres-là, c'est celui de Kanawake. La différence entre un projet comme ça et le nôtre, c'est qu'à l'époque, le projet de Saint-Cyprien n'avait pas l'accord des élus régionaux. Donc, déjà en partant, il y a un gros problème au niveau de l'acceptabilité sociale. Nous, ici, on a l'accord unanime de tous les maires, de toutes les municipalités de la MRC. Donc, je pense que c'est ça la différence majeure. C'est qui le fond, la question que je vous pose, vous venez d'être engagé à temps plein, dans la tête communautaire, ça coûte presque rien, mais qui paye vos salaires, qui va payer les sondages, c'est
marge entre. Puis je pense que, dans le fond, la marge pour pouvoir mettre en œuvre le projet, c'est le parc éolien qui va chercher. Merci. Et donc, c'est à partir de cet argent-là. C'est la MRC qui finance Les frais de développement. Le le développement. Mais qui fait partie de la contribution du 17 millions. C'est pas un 17 millions À date de dépenser. pour avoir les chiffres plus exacts, mais. Juste à continuer là-dedans, là, on a abordé les chiffres tantôt sur les redevances, là, sur les dividendes. J'aimerais ça qu'on précise, pas qu'on se trompe, là, puis qu'on comprenne bien quoi avoir les coûts. Donc, on a parlé de 2,7% pour les municipalités. 2,7% pour les municipalités où il y a des éoliennes. Les revenus bruts. Ça, c'est les revenus gros. Donc, pourcentage des revenus bruts. Donc, si vous voulez avoir une idée des revenus escomptés la première année, là, pour vous donner une idée, 59,4 gigawattheures multiplié par 13,8 sous du kilowattheure. Il faut faire attention avec le gigawatt et le kilowatt. Là, mais normalement, si vous avez à 8 millions quelque chose de revenus par année, là, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais si vous n'arrivez pas à 8 millions quelque, c'est parce qu'il y a une erreur à quelque part. Donc, 2,7% de ce 8 millions. En fait, Ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est le pourcentage que je veux savoir. mais donc, oui, 2,7% des revenus bruts vont aux 3 municipalités selon le nombre d'éoliennes qu'ils ont sur leur territoire. C'est au prorata du nombre d'éoliennes. Je crois que Saint-Émile en a 4, Yamaska en a 3, en a 5, puis Saint-Robert en a 3. Donc, 3, 4, 5, c'est de 2,7%. Donc, au prorata du nombre d'éoliennes, on va diviser le 2,7%. Exactement. Pour les municipalités. 2,7% pour les propriétaires terriens. Oui. Qui ont des éoliennes sur leur terrain. Donc, c'est séparé tant pour chacune des éoliennes. Il y a personne qui en a 2 dedans. Ah, il y en a qui en ont 3. Ah ouais? Donc, ça aussi, ça va être divisé au prorata du nombre d'éoliennes. Oui, tout à fait. Puis ensuite, le 0,5% qu'on appelle communautaire, là, c'est pour l'ensemble du reste des infrastructures du parc éolien. Donc, les chemins, le réseau collecteur. Ça, c'est les fils électriques qui vont être tous enfouis en passant. Donc, il n'y aura rien d'apparent dans les champs à part les éoliennes. Puis, il y a un poste aussi où est-ce qu'on fait l'interconnexion avec Hydro-Québec. Ça va être, c'est pas tellement grand, mais c'est là que toute l'électricité arrive des éoliennes. Mais ça prend quand même un certain espace. Donc, le 0,5%, ça donne aussi la compensation. Donc, on arrive à 97% qui s'en va à la MRC. 2,7, 2,7,4, ça fait 5,9, fait qu'il reste 94 points. Ah, excusez-moi. J'ai oublié un 2,7. D'accord. Et là, ce montant-là va être divisé à égal au prorata de la population? Ou? Oui, ça, la partie. Ça, tu as trois possibilités. Aussitôt que le parc éolien déclare des dividendes à la MRC. Donc, c'est le seul déteneur de dividendes, c'est la MRC. Fait qu'on prend le chiffre facile à compter, 1 million. On dépose 1 million à la MRC. Ça tombe sur la table des maires. Les maires, ils vont avoir 3 choix. Ça peut être un mélange de tout ça. On ramène tout dans nos villes au prorata de RFU, c'est-à-dire la valeur foncière uniformisée. Exemple, je vais prendre chez nous. Moi, chez nous, c'est 5,4% de 1 million, donc j'ai la possibilité de ramener 54 000. OK. Sorel, 64, mettons, 65 pour faire le calcul facile, 650 000 qu'ils pourraient ramener chez eux dans son budget pour faire les projets qu'ils veulent dans sa ville. Ça pourrait être l'étape 1. Ça pourrait être une étape 2 aussi, de dire on fait un projet régional. On fait une piste cyclable, exemple. On prend l'argent de ce montant-là, on fait une piste cyclable, puis je donne cet exemple-là. C'est un projet régional pour nous autres. On dit non, on laisse tout l'argent à la MRC et on fait un projet pour toutes nous autres. Ça peut être ça peut être d'autres choses. Okay. Ça peut être un mélange des deux. On peut dire on laisse l'argent à Sorel, à MRC pour faire des projets structurants régionaux, puis on en ramène un peu chez nous. En temps d'exercice budgétaire comme c'est là, le but, là, c'est pas de monter les taxes. Donc, à un moment donné, quand tu montes des taxes, tu vas chercher toujours dans la poche du citoyen. Donc, ça, ce genre de projet-là, ça permet d'avoir des revenus autres que d'aller chercher dans la poche du citoyen. Fait que tu vois, c'est 3 avenues que tu peux jouer avec. Mais ça sera la décision des maires de le faire. Parce que c'est eux qui sont actionnaires. Nous autres, en notre rôle, c'est finalement de donner des dividendes, puis les élus choisissent l'option qui vont prendre.
Ah oui, excusez. Le GLGH, là, tu as parlé que c'était la même firme ou pas la même firme, j'ai pas bien compris. Ouais, je vais donner des détails là-dessus. Donc, il y a eu 2 firmes qui ont fait les études de vent. Donc, à partir de 2009, il faut dire que la campagne de mesure de vent, c'est un processus qui continue. On commence en 2009. Donc, lors du dépôt de l'appel d'offres à Hydro-Québec, il y a des études qui ont été faites afin de déterminer le nombre de gigawattheures par année qui seront livrés. Donc, au début, c'était la firme GPECO qui a fait les premières études. Maintenant, ça a été acheté par Hatch, la firme d'ingénierie. Puis ensuite, donc, donc il y a eu des mises à jour qui ont été faites régulièrement par la suite. La dernière mise à jour, à date, c'est en 2013, après 4 ans de données. Puis cette mise à jour-là a été faite par GLGH, qui est un leader mondial là, dans l'estimation de la ressource éolienne. C'est aussi un des leaders dans le domaine du financement de projets, pas pour donner l'argent, mais pour préparer les rapports qui servent à financer les projets, donc les rapports de production d'énergie. Donc, c'est eux qui ont fait la dernière étude en 2013. Puis, cette étude-là avait quelque chose de particulier, c'est qu'on a pris des mesures à 100 mètres grâce à un appareil de télémétrie au laser, donc ça s'appelle un LIDAR. Mais ça nous a permis, parce que le mode de mesure a 60 mètres, on est allé vraiment jusqu'à la hauteur des éoliennes grâce à un appareil spécialisé. C'est GLGH qui l'a opéré, qui a pris les mesures. Puis tout ce que ça nous a dit, c'est que ça a effectivement reconfirmé toutes les études qui ont été faites auparavant. Donc, depuis 2010, le calcul de production d'énergie a varié très peu. Ça a toujours été autour de 59,4 gigawattheures à 100 mètres. Puis, c'est aussi ce qu'on a bien vu aussi avec la variabilité du vent. Sur le site, d'année en année, il n'y a presque pas de variation de la vitesse moyenne de vent qui est observée. Ça nous dit 2 choses. La première chose, ça nous dit que les études qui ont été faites ont toujours donné de bons résultats. Puis ça nous dit aussi qu'avec un vent constant, ça va, au niveau financier, ça a des implications parce que ça veut dire que le versement des dividendes devrait être pas mal constant d'année en année. Ça, c'est beaucoup plus désirable que d'avoir une année avec un gros coup d'argent, puis ensuite tout le monde s'énerve, on dépense, puis l'année d'après, oh, là, il a vanté le moins qu'on pensait, là, on a de la misère à arriver. Donc, c'est peut-être pas le site le plus venteux au Québec, mais par contre, c'est un vent qui est constant. Donc, c'est quand même une certaine sécurité financière. Il faut dire que la vitesse du vent aussi, c'est juste une partie de l'équation. L'autre partie de l'équation, c'est le prix payé pour les kilowattheures qui sont produits. Puis dans le cas, on ne reviendra pas, mais sur l'appel d'offres communautaire avec un objectif de développement régional, les tarifs sont très avantageux. Et ça en fait un projet rentable. Dans le fond, en complément, André, dans le fond, GLGH, pour ne nommer que la Banque nationale dans laquelle on a eu des discussions, ils ont dit pour vérifier votre modèle, parce que comme je disais tantôt, la vérification diligente demande des modèles au niveau du vent, au niveau de l'ingénierie, etc., comme tout l'aspect. Ils disent, nous, notre note, on prend GLGH. Fait qu'ils m'ont dit, oh, c'est vous autres qui l'avez pris, il faut qu'on en prenne un autre. Ouais, c'est ça, je veux savoir. C'est la crédibilité qui est reconnue par GLGH pour pouvoir faire de la vérification diligente, pour pouvoir faire du financement. Fait que c'est des prêteurs, des instituts prêtristes, des grosses compagnies qui utilisent cette firme-là pour pouvoir confirmer. Mais là, du coup, ils ne peuvent pas la prendre. Non, ils ne pourront pas la prendre. Mais ça veut juste dire que, tu sais, c'est pas le pit sorteux du coin qui s'est mis un vent qui dit, moi, j'ai jamais vu ça. C'est une firme. C'est bonne image. Ça, le journal. Ils vendent. Saint-Rémy, pas loin, parce que vous parlez de j'ai des amis qui restent à Saint-Rémy. En tout cas, mes enfants, que je fais l'autre partie que les enfants regardent ça. Maman, on dirait des oiseaux au loin. Puis là, je me dis, bon, 12, c'est pas si pire. Je me dis peut-être que les gens, vous êtes des bons vendeurs, là, mais avez-vous vérifié à Saint-Rémy? Avez-vous vu? On est en contact régulier avec eux. Hein? On est en contact avec Kruger. Oui, moi j'ai quand j'en avais avec Kruger, on a des contacts avec eux autres. Le parc appartient à Kruger. OK. Oui, excusez, il y a à peu près 12, ça? Non, il y a 44 éoliennes. C'est pas assez de loin, c'était des petits oiseaux. OK, bon, ça, mais la mais c'est les gens,
c'est ça, vous êtes à contact, les autres aussi doivent avoir à peu près du vent constant, comme vous dites, peut-être pas le plus venté au Québec, mais est-ce que ça a amené de l'argent? Est-ce que vous, ça, c'est quand même depuis une couple d'années que c'est là? Oui. Kroger, pour votre information, va possiblement biter sur le. Ben, pas possiblement, va biter sur le prochain appel d'offres au niveau de 450 millions. Ça veut dire qu'il y a pas des projets. Puis, c'est juste un peu de la littérature qui se passe dans le journal pour comprendre qu'il y a beaucoup de villes et d'MRC qui veulent se joindre à des projets éoliens. On a vu une photo de la MRC dans le coin de Rivière-du-Loup qu'on est allé visiter pour pouvoir voir leur modèle financier, pouvoir comprendre. On est allé en janvier passer avec Denis Boisvert, moi, de Denis Bouchard. Confirmer, il y avait le même modèle Senvion que nous autres. Est-ce que vous faites de l'argent? Est-ce que un peu ça du benchmarking, si on peut appeler ça comme ça? Je pense qu'on voit dans votre pochette, vous allez voir les maires régionaux justement reliés à ce projet-là, le projet d'Energex Vigée de Nonville, ont reçu leur premier chèque dernièrement. Ça a fait la une des journaux. Puis peut-être moi, puis je veux juste dire, la différence entre le parc et les villes, on le fait en toute lucidité. On le fait à le conseil d'administration, là. Il me regarde avec lui, je cherche pas la tasse. Mais je veux dire, on pense, si on est ici aujourd'hui, si on pense qu'on continue à aller de l'avant, c'est parce qu'on pense que c'est rentable. On n'a pas de commande de personnes, on est une entité indépendante. Si on est ici, c'est parce qu'on pense qu'on a un projet rentable et qu'on continue à aller de l'avant dans ce sens-là. Il y a du monde qui ne sont pas liés nécessairement avec le. Donc, un projet lucide et C'est solidaire. rentable, oui, c'est un beau titre. Je vais vous laisser le titre. Solidaire, lucide et solidaire. S'il n'y a pas d'autres questions, ben écoutez, merci de vous être déplacés en fait.